billet à la loterie dont le gros lot se réduit à ceci. Être lu en 1935. Les meilleurs écrits de Stendhal ont tous été reconnus à titre posthume et sont tous inspirés de son vécu. Ce précurseur du roman moderne est constamment en quête de rêve et de vérité, une dualité qui lui colle à la peau. La vie d'Henri Bell est digne d'une histoire romanesque. Il voit la guerre et ses atrocités, il visite les pays les plus influents de l'Europe du XIXe siècle, et nombreuses sont les femmes à qui il donnera son amour. Ce voyageur infatigable portera un masque en permanence. Les 200 pseudonymes qu'il utilisera au fil des années en sont la preuve. Il donne l'image d'un bonhomme timide et grassouillet, clairement émotif, qui rêva d'être un autre homme durant toute sa vie. À la fois bourgeois et athée, révolté, talentueux et éternellement immature, il sait bien que sa plume ne sera reconnue qu'après sa mort. Il est tout à fait conscient du fait que ses mots deviendront intelligibles avec le temps. Son œuvre, plus qu'une illumination soudaine, révèle au lecteur actuel une profonde connaissance de soi et de son époque. Son vécu atypique, sa timidité, sa personnalité rêveuse et ses relations avec la gente féminine en ont fait un écrivain français incontournable. Il trône aujourd'hui aux côtés des plus grands, Balzac, Hugo ou encore Flaubert. C'est ici, au 14 rue Jean-Jacques Rousseau, anciennement rue des Vieux Jésuites, à Grenoble, qu'Henri Bell, dit Stendhal, voit le jour en 1783. C'est également dans cet appartement typiquement bourgeois du XVIIIe siècle que naîtront ses deux sœurs. Pauline, qu'il adore, et Zénaïde, avec qui il ne s'entend pas vraiment. Il y a eu un premier Henri Bell, c'est une chose assez peu connue, qui a vécu très peu, qui l'a précédé d'1 an. Et donc, il y a là évidemment quelque chose d'assez troublant, comme s'il y avait eu un balbutiement, une sorte d'erreur, de brouillon d'Henri Bell avant que le véritable n'arrive. Et on peut imaginer que cela n'a pas été sans conséquence sur la manière dont il se considérait. Avoir été précédé par un double, c'est pas quelque chose forcément de facile à vivre. Il a tout juste 7 ans quand sa mère, Henriette Gagnon, meurt en couche. Le premier drame de sa vie. Il connaît dès lors une enfance difficile entre son père, procureur au Parlement du Dauphiné, sa sœur Zénaïde, une de ses tantes maternelles, et l'abbé Rayan, son précepteur. Pour chacun d'eux, il aura un surnom montrant toute la haine qui l'habite. Vous avez un croquis de l'appartement natal, donc où Stendhal est né. Et comme beaucoup de croquis, ce sont des croquis narratifs. Il se passe une histoire là, dans le schéma. Là, par exemple, la scène se passe après la mort de sa mère. La chambre de la mère va rester fermée pendant 10 ans, où personne n'ose entrer. Le petit Henri Bell va rentrer. On le voit sur ce croquis indiqué, c'est la petite souris là, indiquée par le point H, H comme Henri. Et même la légende est indiquée, H, moi. En commentaire, cette scène, il indique bonheur solitaire. C'est pas du tout ce qu'on croit, c'est l'écriture. Et il écrit là, j'étais à l'abri des vexations de Séraphie, qui était sa tante qu'il a tellement diabolisée. Et il conclut misanthropie anticipée à 14 ans. Et il se représente avec un petit crayon à la main, donc en train d'écrire. Et en effet, il est en train d'écrire sa première pièce de théâtre. Là, vous avez la première pièce de théâtre écrite par Stendhal à l'âge de 12-13 ans. Tout mon malheur peut se résumer en 2 mots. Jamais on ne m'a permis de parler à un enfant de mon âge. Et mes parents m'honoraient d'une attention continue.
Pour ces deux causes, à cette époque de la vie si gaie pour les autres enfants, j'étais méchant, sombre, déraisonnable. En grandissant, son père le prive de tout ce qu'un enfant peut désirer. L'abbé Ryan suggère à Chérubin Bell d'interdire à son fils de fréquenter les autres enfants qu'il juge trop vulgaires. Seuls quelques livres bien pensants lui sont autorisés et, très jeune, il pense déjà que Dieu n'est qu'un prétexte pour masquer l'ignorance ou la révérence devant l'opinion commune. Je haïssais l'abbé, je haïssais mon père, source des pouvoirs de l'abbé, je haïssais encore plus la religion au nom de laquelle il me tyrannisait. Tous deviendront plus tard les personnages de son autobiographie imaginaire, la vie de Henri Brulard, dont ces descriptions sont tirées. Il donne de l'abbé Ryan, ce précepteur religieux, une image littéralement diabolique. C'est quelqu'un d'abord qui intellectuellement est malhonnête, puisque il sait, par exemple, il enseigne à son élève des choses qu'il sait fausses, par exemple sur le système astronomique, mais parce que c'est approuvé par l'Église. Et surtout, c'est un castrateur. C'est quelqu'un dont le but n'est absolument pas de développer les capacités du jeune esprit qui lui a été confié, mais tout au contraire de l'asphyxier par des niaiseries, des sornettes religieuses, et surtout essayer de l'empêcher de penser par lui-même. Or, le premier commandement de ce que Stendhal appellera plus tard le bellisme, du nom de son nom de famille, c'est-à-dire la philosophie de M. Henri Bell pour qu'il faciliter l'accès au bonheur, le devoir que Stendhal assignera à chacun, c'est de devenir qui il est, comme dira Nietzsche plus tard, et afin de pouvoir accéder au bonheur, ce qui suppose évidemment qu'on sache d'abord qui l'on est, qu'on se connaisse soi-même. Eh bien, l'abbé Ryan, évidemment, veut annihiler cette volonté d'exister par soi-même et de penser de manière libre et indépendante, en lui assénant des vérités toutes faites qui ne sont que des préjugés, qui ne sont pas passés au crible de l'examen personnel dont Stendhal fera la valeur primordiale. Son enfance à Grenoble, d'abord, c'est la sienne, et c'est ce qui lui importe. Et s'il y revient dans la vie d'Henri Brulard, c'est justement pour essayer de déterminer ce qu'il en pense lui-même. C'est pour savoir lui-même ce qu'était cette enfance. Alors, cette enfance, comme on sait, telle qu'il la raconte, est marquée par une sorte de polarité, hostilité à l'égard de la figure paternelle, notamment, et puis une sympathie, au contraire, pour tout le côté maternel de la famille. Mais avec cet événement qui est quand même essentiellement un traumatisme profond qu'il a marqué, qui est la mort de sa mère lorsqu'il avait 7 ans. Et on peut dire que l'enfance de Stendhal apparaît très sombre, un enfant qui est élevé sous cloche, qui n'a pas le droit de fréquenter des camarades de son âge, qui a des précepteurs. Stendhal, c'est un enfant qui est, je dirais, très, très particulier. On pourrait d'ailleurs dire aujourd'hui que c'est un enfant précoce. Il apprend à lire très vite, il s'exprime comme un adulte, et c'est un enfant, je dirais, très, très éveillé, mais dans le sens excessif du terme, c'est-à-dire assez turbulent, plutôt insolent. Pour fuir la solitude et la discipline religieuse, le jeune Henri se réfugie chez son grand-père maternel, le docteur Gagnon, qui possède une très belle maison dans le centre ancien de Grenoble. La façade donne sur la place Grenette. Tandis que la terrasse ensoleillée donne sur le jardin de la ville. Inauguré le 14 septembre 2012, le musée Stendhal est un projet qui va au-delà de la simple restauration d'un patrimoine immobilier. Il a pour mission de sensibiliser le public à l'œuvre littéraire de Stendhal. Là, dans ce grand salon à l'italienne et dans le cabinet d'histoire naturelle, Henri se console auprès de ce grand-père, extrêmement aimable et amusant.
L'appartement Gagnon, pour le jeune Stendhal, c'est une renaissance. Effectivement, après la mort de sa mère, il est reçu ici chez son grand-père, où il loge avec l'ensemble de sa famille. Et si vous voulez, il se sent protégé par son grand-père et compris. Et c'est avec lui, c'est avec son grand-père qu'il lisait Horace, qu'il lisait Ovide. Et c'est le siècle des Lumières. Gagnon, c'est le siècle des Lumières. C'est lui qui a créé la bibliothèque, c'est lui qui a créé le musée. Il avait été reçu par Voltaire à Ferney, dont le buste de Voltaire ornait son bureau. C'était un homme parfait des Lumières, un spécimen presque idéal de cette belle bourgeoisie éclairée, humaniste. Et Stendhal reconnaîtra dans son autobiographie La vie de Henri Brulard toute sa dette en disant « Mon véritable père, ça a été mon grand-père qui m'a élevé, m'a tout appris ». C'est en compagnie du docteur Gagnon qu'il assiste pour la première fois à un opéra comique. Depuis, il sera un éternel passionné par cette musique de l'amour, incarnée ce jour-là par Kubli. Dans cet univers où on lui permet de rêver, le jeune homme se construit. Il peut également s'appuyer sur son oncle, Romain Gagnon, un avocat cultivé et ouvert d'esprit qui lui donnera l'occasion de vivre comme un garçon de son âge. Je pense qu'on ne mesure pas suffisamment l'importance peut-être qu'a eu Romain Gagnon sur l'enfance de Stendhal. Parce que c'est vrai que Romain Gagnon, si vous voulez, était assez méprisé par son père, le docteur Gagnon, qui le considérait comme un être frivole. Mais finalement, il n'était pas si frivole que ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, il a eu un impact, je dirais, esthétique déjà, et de comportement sur le jeune Stendhal. C'était un jeune homme d'une belle prestance, à belle figure, qui avait une belle rhétorique, qui savait donc séduire les femmes, mais tout son entourage d'ailleurs. Et donc évidemment, ça représentait quelque chose de très important pour Stendhal. Il a puisé en lui cette capacité justement à avoir l'admiration des autres. Dans la maison de Romain Gagnon, aux Échelles, en Savoie, Stendhal connaîtra ses premiers bonheurs de lecteur avec Roland Furieux de l'Arioste et de la Jérusalem délivrée du Tasse, deux épopées italiennes qui ne cesseront d'être des références pour lui jusqu'à sa mort. Et puis, il y a cette maison de Clé qui, pour lui, est un très bon souvenir. D'abord, Stendhal aime beaucoup la nature, aime beaucoup les arbres. Il y a une allée de tilleuls dans cette propriété qui est absolument superbe. Et il a vraiment passé des jours très heureux à Clé. Il était souvent avec son ami Lambert, le domestique du docteur Gagnon, dont il avait fait un ami, et qui va malheureusement mourir en tombant d'un arbre dans la propriété de son grand-père. À Grenoble, la vie du jeune homme est très vite marquée par la révolte et la rébellion. Envers les autorités familiales, surtout son père, envers les autorités religieuses, ses précepteurs notamment, et aussi envers les autorités politiques monarchiques. Disons que Stendhal, si vous voulez, il catégorise, c'est vrai. C'est un peu comme un conte, c'est-à-dire que d'un côté, il y a les mauvais, les méchants, donc on peut faire rentrer dans ce groupe sa tante Séraphie, Chérubin Bayle, sa sœur cadette, donc Caroline Zénaïde, et puis de l'autre côté, il y a, je dirais, la clarté, la bienveillance qui serait son grand-père, donc le docteur Henri Gagnon, sa grande-tante, donc Élisabeth, et puis sa sœur, bien sûr, Pauline, la confidente. Donc il y a vraiment cette dualité. Peut-être que les choses étaient beaucoup plus fines, beaucoup plus complexes, mais c'est la façon dont lui fait ressentir le contexte.
Les raisons de conflit avec son père sont très nombreuses. En effet, Stendhal se sent mal aimé par le seul parent qui lui reste, Chérubin Bell, préférant prouver son affection à sa fille Zénaïde. C'est auprès de sa sœur Pauline qu'il trouve le réconfort, et elle sera d'ailleurs sa confidente jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est la politique qui éloignera définitivement Stendhal de son père. Dans La vie de Henri Brulard, Stendhal raconte son enfance comme étant le combat d'un enfant républicain contre son père, royaliste modéré. Enfin, Henri apparaît comme le rebelle, celui qu'on ne peut pas dominer et dont les idées sont en contradiction flagrante et totale et, j'allais dire, systématique avec celles de ses parents. Donc on a l'impression qu'il veut contrarier au maximum ses parents et cela se voit évidemment dans les enjeux politiques puisque la Révolution éclate quand Henri a 7 ans, à 6 ans et avec l'aggravation des événements révolutionnaires, il faut prendre parti, se situer, toute la famille est monarchiste et assiste avec consternation au procès de Louis XVI. La mort de Louis XVI, le 28 janvier 1793, provoque chez l'enfant qu'il est une joie qui contraste totalement avec la tristesse familiale. Stendhal déclare d'ailleurs dans La vie de Henri Brulard à ce sujet « Je fus saisi d'un des plus vifs mouvements de joie que j'ai éprouvé en ma vie ». Lorsqu'il apprend l'exécution de Louis XVI, il dit « justice est faite » et il trouve que c'est un grand acte de justice nationale et il se veut républicain et se promène dans les pièces de l'appartement en brandissant le drapeau tricolore. Enfin, ce sont des choses littéralement abominables pour ses parents. La rébellion politique chez Stendhal est liée à finalement une révolte contre le père, contre la figure paternelle. Je pense que c'est une notion assez réductrice, c'est-à-dire qu'il est assez clair que Stendhal est un héritier des Lumières. En 1796, il intègre l'école centrale de Grenoble grâce à son grand-père. Il étudiera 3 ans au sein de cet ancien collège de jésuites, remanié depuis la Révolution. Pour l'adolescent qui est alors Henri Bell, fréquenter des personnes de son âge et pour certaines d'une sensibilité proche de la sienne est une nouveauté positive. Et là, pour la première fois, il va être au contact d'autrui. Évidemment, il va découvrir la puissance des oppositions, la force des antagonismes. Ça va être très très douloureux pour lui parce qu'il avait été extrêmement protégé et en même temps, évidemment, très fécond, très très formateur parce qu'il va découvrir que la société est une jungle, est une lutte. Après des débuts difficiles, il parvient à se faire accepter de ses camarades ainsi que de ses professeurs et obtient 2 premiers prix la 3e année. Il se lie d'amitié avec Louis Crozet et Romain Colomb, 2 amis dont il restera proche jusqu'à sa mort. En 1799, il réussit l'examen final, synonyme de délivrance. Il peut partir à Paris. C'est vrai qu'il part à Paris, enfin, il va quitter Grenoble, c'est la liberté. Il a toujours vu d'ailleurs Paris en point de mire à partir de la terrasse donc de l'appartement Gagnon. Il disait là, c'est la direction de Paris. Lorsqu'il arrive à Paris en 1799, au lendemain du coup d'État du général Bonaparte, Henri est censé passer le concours de l'école polytechnique. Comme il était bon en mathématiques, le prétexte a été de se présenter au concours de l'école polytechnique. Et à peine arrivé à Paris, il n'a rien eu de plus pressé que de ne pas se présenter, alors que tous ses camarades qui étaient moins bien placés que lui à l'école centrale de Grenoble y ont été reçus. Donc Stendhal est un polytechnicien raté. Il avait tout ce qu'il fallait pour être élève de cette école, parce que
il a beaucoup aimé les mathématiques, qui pour lui était une école de rigueur, justement. Il disait, dans les mathématiques, on ne peut pas mentir, on ne peut pas être vague, on ne peut pas être flou. Or, pour lui, la forme la plus sournoise, la plus insidieuse du mensonge, c'était justement le vague qui est toujours le faux, d'une manière ou d'une autre. Donc, dans les mathématiques, c'est comme si, et ça ne peut pas être autrement, et donc c'est une école de rigueur de pensée, et pour lui, ce sera un principe absolument cardinal. Donc, il monte à Paris, en fait, non pas pour faire des mathématiques, mais parce que c'est à Paris toujours que tout se passe. C'est le schéma déjà de Balzac, du jeune provincial qui monte de la France profonde pour tenter sa chance dans la capitale, espérer percer, devenir quelqu'un par son talent. En réalité, il veut se soustraire au carcan familial à tout prix. Mais la vie parisienne qui le faisait fantasmer rend le jeune homme dépressif. La boue de Paris, l'absence de montagne, la vue de tant de gens occupés passant rapidement dans de belles voitures à côté de moi, connus de personne et n'ayant rien à faire, me donnait un chagrin profond. Alors, l'arrivée de Stendhal a été précédée d'une lettre du grand-père de Stendhal, le docteur Gagnon, à son cousin germain Noël Daru, qui était alors à la retraite, mais qui habitait Paris. Et le grand-père Gagnon demandait à Noël Daru de veiller sur son petit-fils, puisque son petit-fils venait présenter l'école polytechnique à Paris. Est-ce que j'ai eu raison de couper les ponts derrière moi, de prendre un aller simple pour Paris? Est-ce que j'ai bien fait? Parce que les débuts sont très très durs, d'ailleurs Henri tombe malade. Noël Daru a convoqué le docteur Portal, qui était un de ses amis, qui était d'ailleurs également montpelliérain, si je me souviens bien, et qui a soigné et qui a sauvé Stendhal. Donc c'est ainsi que Stendhal est arrivé au sein de la famille Daru, qu'il a même logé chez eux en face du palais d'Orsay, dans l'hôtel Daru qui existe encore. Durant cette période de souffrance, Stendhal se complaît dans l'oisiveté et s'occupe en écrivant. Il écrit régulièrement à sa sœur Pauline. En athée convaincu, il tente de lui former son esprit et lui conseille de s'instruire plutôt que de tricoter ou de fréquenter les religieuses. Tes lectures, si elles sont choisies, t'intéresseront bientôt jusqu'à l'adoration et elles t'introduiront à la vraie philosophie. Source inépuisable de jouissance suprême, c'est elle qui nous donne la force de l'âme et la capacité nécessaire pour sentir et adorer le génie. Avec elle, tout s'aplanit. Les difficultés disparaissent, l'âme est étendue, elle conçoit et aime davantage. Mais je te parle un langage inconnu. Je souhaiterais que tu puisses le sentir. Chez les Daru, on le croit fou. Lorsque son cousin lui trouve un travail par l'intermédiaire de son fils, Pierre, au ministère de la Guerre, il enchaîne les désillusions et les maladresses. Lui qui se rêvait auteur de comédies à succès et séducteur de femmes, se retrouve finalement secrétaire. Ici se place l'épisode du cela, orthographié Seul-là, que Stendhal utilisera dans Le Rouge et le Noir, en attribuant la faute à son personnage Julien Sorel. Le soutien de la famille Daru ira un peu plus tard jusqu'à lui faire rejoindre l'armée en Italie en tant que sous-lieutenant. Un poste qui changera sa vie à jamais. Sur le chemin, lors d'une halte au bord du lac de Rolle, en Suisse, Henri Bell fait l'expérience de l'extase. Il sait désormais qu'il doit découvrir, vivre et écrire avant tout et plus que tout. Une fois sur le sol italien, il est totalement subjugué en découvrant ce pays qui devient très cher à son cœur. Gai et actif comme un jeune poulain, il se laisse émerveiller par tout ce qui le transporte. Les Italiennes, les musées, l'amour et surtout l'opéra qu'il adore. Il écrira « Je n'ai jamais rencontré de peuple qui convienne si bien à mon âme. Quand je suis avec les Milanais et que je parle milanais, j'oublie que les hommes sont méchants et toute la partie méchante de mon âme s'endort à l'instant. »
Et il se qualifie de Milanese, de Milanais, non pas de Grenoblois, ce qui a été évidemment très très mal reçu du côté de Grenoble. Donc Stendhal s'est voulu italien. Et donc la découverte de l'Italie au printemps 1800, c'est vraiment en quelque sorte le cadeau merveilleux qu'il attendait avant même de l'avoir reçu. Il découvre tout à la fois. C'est dans son journal, dont il débute la rédaction en 1801, qu'il raconte son admiration pour Milan. Il y décrit ce génie brut qu'il prête au peuple italien, ainsi que la beauté des femmes, mais aussi les cafés, et en particulier la Scala. Milan, 24 septembre 1816. J'arrive à 7 heures du soir, harassé de fatigue, je cours à la Scala. À l'époque, c'est là où la bonne société milanaise a rendez-vous. Dans ce théâtre au décor fastueux, et plus particulièrement dans ces loges où l'on parle plus qu'on écoute de la musique, Stendhal est dans son élément. Le jeune sous-lieutenant fréquente des cantatrices, des gens raffinés. Fasciné par les femmes et par l'amour depuis son plus jeune âge, il frétille d'impatience en secret. À Paris, sa timidité l'avait plongé dans la rêverie et la solitude. En Italie, tous ses compagnons ont de fabuleuses maîtresses, tandis que lui reste toujours aussi réservé et idéaliste. Il admire beaucoup Martial Daru, qui le prend sous son aile. Stendhal écrira plus tard qu'il était son maître à penser. Henri franchira le pas au moins sentimentalement, notamment avec Angela Pietragrua, l'italienne dans toute sa splendeur, libre, décomplexée et infidèle, qui devient l'objet de tous ses fantasmes. À part Milan, il découvre le lac de Côme. De tous les artistes qui en parlèrent, et ils furent nombreux, Stendhal est celui dont l'âme continue de veiller tendrement sur les eaux du lac. Il est passionnément épris de l'Italie devant l'Éternel. Le site, lacustre, occupe plus tard une place centrale dans la Chartreuse de Parme. L'écrivain français va vouer une véritable admiration à ce petit coin de paradis lombard. Ne fait-il pas dire à son jeune héros « Je reviendrai souvent sur ce lac sublime. Rien d'aussi beau ne peut se voir au monde, du moins pour mon cœur. Le silence universel n'était troublé à intervalles égaux que par la petite lame du lac qui venait expirer sur la grève. J'en demande pardon pour lui. Ce défaut qui le rendra moins aimable consistait surtout en ceci. Il n'avait de vanité que par excès, et l'aspect seul de la beauté sublime le portait à l'attendrissement et ôtait à ses chagrins leur pointe âpre et dure. Aussi, sur son rocher isolé, n'ayant plus à se tenir en garde contre les agents de police, protégé par la nuit profonde et le vaste silence, les douces larmes mouillèrent ses yeux, et il trouva, à peu de frais, les moments les plus heureux qu'il eût goûtés depuis longtemps.